Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan qui reviendra avec vous sur les résultats sportifs du week-end. Elle parlera également de tennis de table et du Tour des Yoles de Martinique. Une troisième partie politique avec Yves Boisset, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et voici les titres de votre Info 10. Nous reviendrons sur la victoire de Clémence Bottineau, élue Miss France ce samedi à Marseille. Elle est la troisième Miss France originaire de Guadeloupe après Véronique Delacruz et Corinne Coman. Le syndicat UNSA, lui, se penche sur les conséquences de la réforme des retraites. Ils organisaient une journée d'information sur cette épineuse question. Et enfin, nous prendrons part aux ateliers de fabrication d'éco-récifs avec les enfants de Sainte-Anne et l'association Casabroc. Et avant de développer ces quelques titres, notez que la situation est toujours explosive à Saint-Martin, au point que le gouvernement s'apprête à faire une légère marche arrière sur le plan de prévention des risques naturels. La ministre Annick Girardin admet que ce dernier doit être corrigé et a de fait reporté la révision du PPRN. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle sera aux côtés de la collectivité saint-martinoise pour l'aider à lutter contre la pauvreté. Et les femmes guadeloupéennes sont belles, intelligentes et dynamiques et le monde entier le reconnaît. Vous le savez, samedi, notre Ophélie Mézineau a été élue première dauphine de Miss Monde à Londres. Un magnifique parcours pour cette ambassadrice de la communauté des sourds et malentendants qui rayonne décidément partout où elle passe. Et un samedi mémorable pour la Guadeloupe puisque la nouvelle Miss France est et restera Clémence Bottineau. Samedi soir, l'étudiante en histoire de l'art a conquis le public qui l'a élue reine de beauté. Et on précise bien que c'est le public qui l'a élue puisque le jury, lui très éclectique comme vous avez pu le voir, eh bien l'avait placée en 8e position. Une élection retransmise en direct de la fan zone du Cinestar aux Abîmes qui a tremblé à l'annonce des résultats. Le reportage de Vianney Valverde. Le comité Miss Guadeloupe est bien évidemment à l'origine de cet événement, en collaboration avec la ville du Gosier, dont la Miss est issue. Et il nous a paru tout à fait naturel d'accueillir et d'accompagner cette Miss de chez nous sur les plus hautes marches. On a eu un très bon résultat ce matin avec Ophélie Mézineau, première dauphine de Miss Monde. On souhaite que ça continue et que notre belle Clémence soit élue à la première marche ce soir. Miss France 2020 et restera Miss Guadeloupe. On peut dire que cette fille a fait vraiment un sang fort dès le départ, dès sa préparation, dès sa victoire il y a quelques mois à Guadeloupe. Et puis elle a bien réalisé, elle était en tête dans les questions de culture générale, dans la présélection. Et puis elle a continué sur sa lancée, elle s'est améliorée de jour en jour, je dirais même d'heure en heure quand il s'agissait de gagner cette élection ce soir. Et je pense que c'est merveilleux pour la Guadeloupe parce que on est sorti souvent en seconde. Et puis même l'année dernière on était encore seconde, on est seconde à Miss Monde et là Clémence nous donne la couronne, la première place. C'est ce qu'on attendait, c'est extraordinaire et je pense que c'est toute la Guadeloupe, l'image de la Guadeloupe, de notre pays et l'image de notre département, l'image aussi de la beauté guadeloupéenne, antillaise, domienne, qui est relayée ici par cette charmante et cette belle fille de 22 ans, Clémence Bottineau. Je vous avoue que quand on a annoncé son nom, je suis restée scotchée. J'ai commencé à pleurer. En fait, j'étais tellement contente pour elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui est vraiment formidable et qui a toujours dit que, en fait, Miss France c'était son rêve. Et du coup, là, en la voyant, on a vraiment vu son évolution, on a vraiment vu des choses qui ont changé. On a vu se métamorphoser et c'est très beau.
Vraiment, félicitations Clémence. Elle a tout donné, elle a été première hôtesse de culture générale, elle nous a bluffé du début à la fin. Elle était pétillante, énergique, elle n'a pas vraiment bugué, elle a répondu à ses questions, c'était vraiment étonnant par rapport aux autres. Elle transporte la Guadeloupe à travers elle, elle transporte aussi l'équipe Guadeloupe Label, elle nous transporte nous autres candidates parce que effectivement si on s'est présenté c'est qu'on prétendait également au titre de Miss France et du coup elle nous a fait voyager, à travers elle on est arrivé et du coup merci pour ça et ça n'a pas de prix, vraiment ça n'a pas de prix, tous ces efforts ont payé, on l'a bien vu ce soir. Et pendant que Clémence Bottineau déclenchait une vague d'euphorie chez ses fans, eh bien le groupe Kassav, lui, enflammait le stade de Bemaouf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jocelyne, Jacob, Georges, Jean-Claude et Jean-Philippe se sont fait plaisir pour leurs 40 ans de carrière. Malgré la pluie et la bouffe, le public aussi a vibré sur les tubes de la bande à Pipo. Un show d'anthologie avec une première partie tout aussi excitante où le duo Lissi Naïs-Jean et Izzy Kinanga a mis tout le monde d'accord. Le reportage de Stanley Manicor et Kylian Roma. Ça va? Oui, ça va. Quand on arrive et qu'on nous dit le stade est plein, bah, nous ça va. On est content. Fatigué, mais dès qu'on va monter sur scène, ça va aller. On est parti là pour 30 ans, là 40 ans, on est parti pour les 50 ans de Kassav. Ce que je dis en général, c'est qu'avec les progrès de la science, on est parti là pour 40 ans encore. C'est un honneur, j'ai eu la chance de le faire à Paris aussi, là c'est la deuxième fois et cette fois c'est avec Izzy, donc c'est encore mieux en plus de partager ça avec lui. Et on se dit, j'espère que dans 40 ans, moi aussi je pourrai fêter mes 40 ans de manière aussi brillante. Kassav à Guadeloupe, à Bemaouf, c'est pas commun. C'est une fierté, après quand même 40 ans. Le premier concert de Kassav, c'était ici. Aujourd'hui, ils sont encore là. La preuve, ce soir, le monde qui est à Bemaouf, je suis vraiment fier. C'est une journée, vraiment, ce jour, on n'oubliera pas. C'est une journée guadeloupéenne, la journée de tous les Guadeloupéens. C'est victoire, nous, aujourd'hui là, Maisino, Bottineau et les 40 ans de Kassav. Quand on est petit, on entend ça à longueur de journée parce que nos parents baignent dedans et qu'ils mettent ça en boucle le week-end. Tu te dis pas qu'à un moment tu vas atterrir sur scène avec eux. Tu te dis pas ça. Donc le jour où ça arrive, tu réalises à peine et c'est après seulement tu te dis ah ouais, j'ai quand même fait ça quoi. Dans ce monde virtuel et cruel, je capturerai tous tes sourires. Je ferai que ces heures éternelles, les moindres de tes sourires. Je gagnerai le prix de l'abandon, les impressions du même présent. Et mon combat le plus. Oui, ah oui, mais d'ailleurs Colo est là ce soir. Donc voilà, on en avait déjà discuté avant que je n'entre à Kassav. Il m'avait dit ça comme ça. Tu veux faire Kassav? J'avais dit oui, bien sûr. Et puis bon, des années après, ça s'est pas fait directement, mais finalement ça s'est fait quand même. Donc on a plaisir à se retrouver. Il était venu à Paris aussi. Donc moi je suis très content de savoir qu'il est là, de savoir qu'il valide ce que je fais. Donc voilà, moi c'est vraiment un honneur. Je respecte ça, quoi. Waouh, ça veut dire waouh en fait, 40 ans, t'entends, 40 ans. 40 ans de musique, 40 ans de professionnalisme, 40 ans de tournée, 40 ans, un groupe qui tient 40 ans. Hein? Et un groupe entier. Waouh, respect, légende. Ouais.
Kassav, un groupe mythique à l'origine de la création du zouk qui rayonne aujourd'hui à travers le monde entier. De quoi être encore plus fier de cette formation artistique qui transcende les générations. Et pour exemple, les élèves option musique du lycée Carnot leur ont rendu hommage lors d'un mini-concert au McDonald's de la Jaille. Le reportage d'Olivier Félix. Chez McDonald's, on aime être le tremplin pour un échange culturel comme celle qu'on a vécue aujourd'hui avec le lycée Carnot et Kassav. C'est juste inimaginable qu'il y ait eu cette rencontre cette matin-là. Et vraiment, c'est magnifique de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là et avoir un partage aussi merveilleux. C'est vraiment difficile à décrire. C'est une expérience que je souhaite à chaque personne de vivre au moins une fois dans sa vie. Parce que jouer avec les membres fondateurs du Zouk, les frères Décimus, Jacob Desvarieux, c'est quelque chose d'historique. Pour la SDTM du lycée Carnot, c'est quelque chose qu'on s'en souviendra. On se souviendra encore de cette expérience de ce jour. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps. Et c'est une expérience enrichissante et qui nous a permis de jouer sur une scène, même si elle n'est pas grande, c'est pas grave, mais de jouer sur une scène avec les personnes qui étaient là à la création du Zouk. Et ça, je suis tellement heureux. Ça me fait penser à tous les musiciens classiques, par exemple, qui sont morts dans l'indifférence. Et 200 ans après, on a dit c'était des génies. Tous les bluesmen, tous ces gens-là, voilà. Et puis leur musique a perduré. Moi, je suis content parce que je suis encore vivant et je vois encore des enfants de 2 générations après qui essaient de faire perdurer la musique qu'on a créée. Ah, ça fait chaud au cœur. Hein. Ça me fait très plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir nous en jeunesse qui trappait en période à yo, chance que nous pas tenir là. Et c'est pour ça qu'on dit il faut croire dans ça qu'on fait. Surtout, il faut croire dans ça qu'on fait et il faut mettre en symbiose. Quand tu as répété là, les gens qui sont mauvais en disant ne peuvent pas jouer musique. Ils font d'autres bulletins. Mais en sur certaines régions là, peut-être nous payons là encore. Mais ils savent que pour un flambeau là, ils peuvent mener encore plus haut. On a commencé l'école depuis le mois de septembre. Aujourd'hui, on se trouve au mois de décembre. Donc on travaille ces œuvres-là depuis 3 mois. Et par contre, c'est effectivement énormément de travail personnel, d'arrangement, puisque je suis aussi arrangeur pour que les œuvres puissent sonner. Et aujourd'hui, en tout cas, on est extrêmement heureux de pouvoir jouer avec Kassav, jouer sur une scène. On concrétise totalement notre travail et pour ça, on est très heureux. Et on quitte les festivités maintenant, puisqu'à la veille de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le syndicat UNSA en profite pour faire un point avec des retraités de l'éducation nationale. Et qui dit retraite dit perte de pouvoir d'achat et donc réorganisation pour certains qui peuvent faire face à des problèmes de mobilité par exemple. Entre prélèvement à la source, baisse des pensions, les seniors ont tout intérêt à se préparer. Regardez. Nous sommes là aujourd'hui 16 décembre à Rimini-Souta par le fait que nous avons, dans le cadre de la Fédération nationale de l'UNSA retraités, entamé une grande réflexion autour des conditions de vie des retraités. Comme tout le temps on parle des retraités comme des gens qui sont super bien, qui n'ont aucun problème, etc. Alors que la réalité elle est vraiment tout autre. Nous sommes venus aujourd'hui pour recenser effectivement les doléances des gens, voir tout ce qui est compliqué pour eux, tout ce qui serait intéressant à faire pour pouvoir leur faciliter la vie et leur permettre d'être autonomes le plus longtemps possible. Concernant les enseignants qui sont à la retraite, je sais que beaucoup se plaignent du coup parce qu'ils ne sont pas pris en charge assez par la sécurité sociale, notamment lorsqu'ils sont en mobilité réduite ou en mobilité totale. Et c'est plus en cette considération-là. Et puis, il y a trop de prélèvements ministériels sur la pension de retraite. Il y a trop de prélèvements, c'est par exemple la CSG déductible, le RSA, CASA et également le prélèvement à la source. Ça fait vraiment beaucoup. Donc les collègues se plaignent vu que la pension de retraite baisse énormément après ces différents prélèvements. On organise des manifestations pour que les collègues se rencontrent. C'est ça, c'est bien, pour qu'ils se rencontrent et pour que
je dise que je fais ça et toi, ça t'intéresserait peut-être pas parce que l'important des retraités, pour les retraités, c'est de ne pas rester à la maison. Aujourd'hui, on pense plus aux rencontres, et puis des sorties du genre de marche, de randonnée, des choses comme ça, c'est très très important. Nous qui sommes déjà à la retraite et qui effectivement voyons le problème que nous subissons, parce que quand on travaille, on a un certain pouvoir d'achat. Quand on vient à la retraite, il est vraiment diminué. Et chaque fois, il est encore diminué parce que ce n'est pas revalorisé. Donc on est tout le temps en descente, en chute libre. D'accord? Donc ce qui fait qu'il y a des retraités qui ne sont pas en capacité d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller peut-être au restaurant un jour. Comme là, bientôt il y aura la Noël, il y en a plein qui ne vont pas faire de Noël s'il n'y a pas de solidarité, des trucs comme ça. Tout ça, c'est lié au pouvoir d'achat, c'est aussi lié à la politique que le gouvernement met en place pour pouvoir, soi-disant, aider les actifs, mais aider les actifs en diminuant le train de vie et le système de toute la capacité que les gens auraient à pouvoir vivre et pas survivre. Des retraites qui, après réforme, risquent de disparaître progressivement comme les récifs coralliens. Pourtant, ils constituent un abri pour des centaines d'espèces marines, servent de barrières naturelles et sont à l'origine des plages. Autant dire qu'ils sont essentiels au bon équilibre des mers. Et vu qu'on les assassine, eh bien, autant les remplacer. Afin de préserver leur environnement, les petits Saint-Anais mettent la main à la pâte, ou plutôt dans le béton, pour créer des éco-récifs. Une fois immergés, ces récifs faits par les enfants contribueront à la reconquête de la biodiversité marine. Une bonne idée de Casabroc. Regardez. Aujourd'hui, ils participent à la fabrication d'un éco-récif avec M. Fazian. Donc, leur activité principale sera de mettre des bambous pour simuler en fait la présence de coraux et aussi de boucher certains trous dans l'éco-récif. Ils ont aussi une autre action qui sera de nommer ces 3 éco-récifs. C'est un atelier d'éco-conception de récifs artificiels qu'on a débuté maintenant il y a 2 ans. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser ces jeunes qui sont d'une école de Sainte-Anne, de mettre la main à la pâte, de faire à la fois le béton, comment on le fabrique, le béton de collage, comment on assemble l'éco-récif, utiliser du bambou, c'est une première justement dans la caractéristique d'utilisation du bambou pour faire des récifs artificiels. Donc là on voit, on a fait la découpe, ensuite ils font le tri des différents morceaux de bâton et ensuite on va construire les éco-récifs avec. L'éducation au développement durable est dans les programmes et puis ils n'ont pas forcément cette habitude à la maison. Et par contre, ils font beaucoup d'activités nautiques au sein de l'établissement, donc ils sont vraiment sensibilisés à tout cela. Pour nous, ça va être un peu des témoins qui vont transmettre justement sur les habitants de Sainte-Anne qu'il y a quelque chose qui se passe en mer, dans le lagon. Il y a des éco-récifs construits avec ces enfants de Sainte-Anne pour pouvoir sensibiliser justement à ce qu'il faut protéger. C'est eux-mêmes qui ont parlé de ça. Ils ont baptisé la nursery, vraiment, c'est comme un berceau avec des bébés et qu'il faut protéger tout ça. Et c'est les enfants qui ont pris conscience de ça et ça, c'est génial. Particulièrement sensible au manque de moyens du CHU de Pointe-à-Pitre, Natacha Mélon s'était lancée dans la collecte de fonds pour l'achat de matériel divers. Une cagnotte qui a permis l'acquisition d'un nanomètre et de 5 tablettes numériques pour le service de pédiatrie qui, on le rappelle, n'a ni télé ni internet, le reste en images. Un groupe d'action solidaire mano à mano depuis 3 ans où lorsque je lance un appel, les gens connaissent mon sérieux. C'est vrai qu'ils répondent toujours présent. Donc quand il y a eu la grève, il y a eu des problèmes au CHU, on a d'abord voulu se renseigner, vraiment connaître le fond des problèmes, ce qui manquait, les besoins, tout ça. Donc à hauteur de ce qu'on pouvait faire, on a lancé un appel à la population. Je me suis entourée de Miélande Présumé, qui est ingénieur qualité, de Moïse Félicité, qui est responsable logistique, et de Niki, Jean-Philippe Ramassamy, qui a une association NL Agency, pour pouvoir aller justement sur cette action CHU en lançant un appel, en passant par les réseaux sociaux tout simplement, en lançant un appel à la population, en leur expliquant que le CHU c'est en nous, donc il faut qu'on essaie de faire une action pour le CHU, donc un appel aux dons, en passant par une plateforme qui s'appelle le Pot Solidaire, qui a bien marché, puisqu'on a pu
acheté un nanomètre pour le service maternité. On a pu assurer les fruits et légumes pendant quelques mois au CHU. Et aujourd'hui, c'était pour les enfants parce qu'on voulait penser à eux en leur offrant ces 5 tablettes. Cette action vient en plus, à point nommé, comme vous le dites, quelques jours avant Noël. Et c'est vraiment, ça nous fait plaisir parce que, bon, c'est vrai qu'on est encore un peu morose. On a vécu des choses qui n'étaient pas faciles et ça continue. On n'est pas encore dans une situation très à l'aise au niveau infrastructure. Et ce genre d'attention nous touche parce qu'elle touche nos enfants. Donc que ça touche nos enfants ou nous directement, a priori pour nous c'est pareil. C'est une action qui me tient à cœur pour le CHU, pour les enfants aujourd'hui. Donc je tenais vraiment à améliorer leur quotidien, sachant qu'il n'y a pas de télé au CHU, il n'y a pas de connexion internet. Donc c'était les tablettes, mais il fallait faire toute une logistique avant. Mettre en place des applications qui pourront utiliser sans connexion, sans Wi-Fi, à la fois ludique et pédagogique. Donc j'y tenais vraiment pour leur quotidien. Et on enchaîne avec un atelier ludique pour les fêtes autour de la lecture et l'écriture. Un atelier sur les petits lutins d'ailleurs. Regardez. Ça fait maintenant plus de 3 ans que chaque année, 2 fois par an au minimum, nous mettons en place donc, cette animation pour les enfants. Elle est nocturne, c'est-à-dire elle commence à 18h pour se terminer aux alentours de 21h. Et les enfants peuvent donc découvrir ou redécouvrir la bibliothèque en compagnie des parents et ça leur permet aussi d'avoir donc des activités qu'ils n'auraient pas autrement. Donc c'est vrai, c'est autour du conte, c'est autour du livre, c'est faire découvrir la bibliothèque, faire découvrir toutes les activités qu'on peut y avoir et c'est vrai que c'est un vrai moment festif pour les enfants et les parents où c'est vraiment une animation familiale. Alors là, on est en train de découvrir un livre qui explique quel est le nom des arbres sous lesquels poussent ce qu'ils mangent. Donc je trouve ça très intéressant. Donc elle aussi apparemment. On a essayé d'allier à la fois le côté ludique et le côté lecture d'une bibliothèque. Par rapport à ça, on a mis en place des ateliers en rapport avec l'écriture, la lecture, c'est-à-dire des mots fléchés, des charades, des baccalauréats, des jeux de société du type Scrabble. On voit qu'il y a des vedettes quand même dans la soirée, c'est l'appareil photo et le Père Noël. Ça a été les 2 vedettes de la soirée, incontestables. Donc l'année prochaine, on essaiera de faire mieux, d'innover, proposer autre chose, dans le même esprit festif, en lien avec la lecture, le livre et quelque chose de ludique. Un reportage signé Chris Kévimanier. Et on part maintenant pour l'inauguration de la nouvelle aire de jeu de Lamentin, un parc spacieux de 735 mètres carrés, divisé en 2 catégories d'âge, en l'occurrence l'une pour les 2 à 5 ans et l'autre pour les enfants de 6 à 12 ans. Un investissement de 90 000 € qui vise à offrir aux familles un moment de détente en plein centre-ville. Regardez. Regardez, tant attendu depuis des années et des années par la population de Lamentin, par les jeunes de Lamentin. Tout ça pour leur dire que ce n'est pas terminé. Nous allons encore faire des choses pour vous. Nous sommes là et nous continuerons avec vous pour encore faire des choses encore plus belles et encore plus fortes pour la commune de Lamentin. Que l'attente était forte, c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants. Mais je peux vous dire que des équipements pour améliorer la vie à Lamentin, pour créer ce qu'on appelle l'inclusion sociale, pour créer le dynamisme social, tant économique, tant culturel, tant en matière d'éducation, tant en matière sportive, etc., eh bien, a été réfléchi à partir d'un diagnostic qu'on a fait du territoire, qui a été mené avec des professionnels et avec la population qu'on a écouté. Et des équipements comme ça, eh bien, on aura partout à Lamentin, pas nécessairement des aires de jeu, mais il y aura bien sûr, comme on le fait, des terrains de basket, des terrains de handball, des équipements pour le petit commerce, des équipements pour aussi la santé, des équipements pour les loisirs, des maisons de quartier. Il y en aura encore. Et pour cette fin d'année, eh bien, les nouveau-nés de Petit-Bourg ont eu droit, eux, à 50 € d'épargne sur un compte en banque. Regardez. Un réel bonheur, je dirais. Et cette année, pratiquement 150 enfants, 150 nouveau-nés dans l'année qui se sont inscrits. C'est une joie, ce qui montre aussi le dynamisme à travers ces nouveau-nés de la ville. Et nous tenons à les honorer et je profite pour saluer les partenaires qui nous accompagnent, la BRED, la Poste et tous les autres partenaires puisqu'ils reçoivent un certain nombre de cadeaux. Ils peuvent ouvrir un compte
pour l'enfant, puisque les banques nous accordent 20 € et nous mettons 30 €. Donc chaque enfant peut avoir un compte avec 50 €. C'est un premier départ, et sans compter tous les autres cadeaux qu'ils reçoivent. Et cette année, nous avons voulu qu'au-delà des enfants, que les mamans, donc on a eu des partenaires pour le bien-être qui vont accompagner les mamans. Donc c'est une très bonne chose. Je suis très satisfait. N'utilise pas sa fourchette. Maintenant ses mains sont toutes glissantes et il laisse échapper son verre. Des 0-17 ans. Donc s'agissant des tout petits, nous avons le cadeau de bienvenue au nouveau-né. Nous avons aussi pour les enfants de la maternelle le concours. Nous avons des accueils de loisirs maternels. Donc pas mal d'actions menées pour cette tranche d'âge, la petite enfance. Et afin de venir en aide aux animaux placés et leur offrir de joyeuses fêtes, eh bien, les amoureux des bêtes ont organisé un arbre de Noël spécialement pour eux. Regardez. Alors le thème de cette journée, c'est la sensibilisation contre l'abandon et la maltraitance des chiens, enfin des animaux en général. Alors ça consiste à récolter un maximum de dons, donc que ce soit financier ou matériel ou alimentaire, hein, que ce soit des pâtes, du riz, que ce soit des croquettes ou des colliers ou vraiment tout ce que vous voulez. Alors il y a des stands d'éleveurs canins, des éducateurs canins, des comportementalistes. Il y a également de la psychologie inversée pour l'être humain, mais via les chiens. Il y a des associations de sensibilisation sur la cause, donc qui parlent de la stérilisation, qui parlent de toutes les causes vraiment importantes sur le fléau qu'on rencontre aujourd'hui et qui touche aux animaux errants en fait. Beaucoup d'animaux qui n'ont pas de foyer, qui sont en souffrance dans les rues. Et il faut vraiment trouver une solution pour qu'il y ait beaucoup moins d'animaux dans les rues, des campagnes de stérilisation, castration et trouver des familles d'accueil. On a un gros manque de familles d'accueil. C'est primordial. Sans famille d'accueil, on ne peut rien faire. On ne peut pas sauver les animaux. Puis également, je suis là aussi avec mon stand pour accompagner les gens. Une fois qu'on a un animal, c'est une responsabilité. C'est vrai qu'il y a de l'entretien derrière. Et on est là pour leur dire que c'est pas compliqué. Il y a des produits faciles qui existent et ils ne sont pas tout seuls. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local, lui, revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien Sport 10, vous retrouverez Séverine Méridan qui ce soir parlera de tennis de table, du Tour des Yoles de la Martinique et elle reviendra bien évidemment sur les résultats sportifs du week-end. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Manuel Loulou Bolbec. Bonsoir Manuel, je pense qu'on va se voir d'ici demain pour un petit débat sur la réforme des retraites. Bonsoir à Kaluna Peter, bonsoir à Olivier, bonsoir à Lélène Chéri, bonsoir à Pichi Wap, bonsoir à Patrick Lego, à OPP Krabraïb, je commence à y arriver vraiment. Bonsoir à Rodrigue Nidois, bonsoir effectivement à JL Les Outils, toujours connecté. Bonsoir à Lune Turquoise, à Fabien Nebo qui lui est toujours présent. Et bonsoir à Morgane Lune, bonsoir Chouchou, bisous bisous. On se retrouve tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Sport 10. On parlera ce soir de l'actualité passée du week-end. Et bien sûr, ce soir aussi, on parlera tennis de table puisque j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Meryl Manuel, bonsoir, qui est le président donc, de la Ligue de tennis de table. Et avant d'entrer plus longuement dans l'actualité de ce week-end sportif, je vous rappelle l'adresse mail où vous pouvez nous communiquer vos
vos différentes informations sur vos événements sportifs. Donc c'est sportcanal10@gmail.com. Et puis on salue également, tout comme l'a fait Harold, bien sûr, ceux qui nous suivent et sur Facebook et bien sûr derrière leur petit écran, confortablement installés dans leur fauteuil. Voilà. On va parler bien sûr de football avant de commencer avec notre invité. Et donc c'était il y avait une journée ce week-end. Donc l'Amicale s'est imposée face à la Gauloise 2-0. L'AS Gosier a connu sa première défaite du championnat face à l'USBM 5-3, défaite difficile. La Jeunesse Évolution s'est imposée face au Stade Lamantinois 2-1. L'USR s'est imposée également face à l'UNAR 3-0. Et enfin, la Solidarité Scolaire s'est également imposée 3-1 face au Phare. Au classement, après donc cette 12e journée, la Jeunesse Évolution occupe la première place avec 30 points et 10 matchs joués. Deuxième, l'USBM avec 29 points et cette belle victoire face à l'AS Gosier qui lui permet de grappiller des petites places avec 10 matchs aussi. L'AS Gosier est à la 3e place avec 29 points, le même nombre de points que l'USBM, mais n'a que 9 matchs de jouer, donc un match en moins que l'USBM. 4e, le CSM avec 27 points et 10 matchs joués. 5e, l'Amicale avec 25 points et 9 matchs joués. À la dernière place du championnat, on retrouve le Racing de Basse-Terre avec 13 points. Du côté des femmes, l'AS Foot Fambel s'est imposé 5-0 face à MGFF et l'USBM était exempt pour cette journée et donc au niveau du classement, c'est l'USBM qui est en tête face à l'AS Anonyme, 3e Vénus de Blanchette, 4e le Sporting de Bemao et 5e l'AS Foot Fambel. Voilà, au niveau du hand aussi, c'était donc la 12e journée de championnat. Chez les femmes, la JSA gagne par forfait face à l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Le Zayanla s'impose 25-18 face à l'OMSC de Capesterre-Belle-Eau. Et au niveau du classement, suite à ces deux rencontres qui se sont déroulées ce week-end, premier le Zayanla, deuxième la JSA, troisième l'Étoile de Mornalo, quatrième JTR et cinquième la ZUP. On fait un petit point également au niveau du classement des buteurs chez les femmes. Occupe donc la première place, il s'agit de Taïna Coralie Pierrot avec 62 buts. Deuxième, Elodie Liparo avec 54 buts du Zayanla, la première est de la JTR, pardon. Troisième, Varinska Salin, 49 buts de la Gauloise. Chez les hommes, c'était également donc la 12e journée. La JSA s'impose 38-30 face au Club Sport. Le Signe Noir s'incline face à l'Intrépide 45-20. Le Zayanla s'impose 41-19 face à l'OMSC Capesterre. Et enfin, l'USR s'incline 15-44 face à la ZUP. 3 dernières rencontres avec de gros scores. Il y a eu de gros cartons. Au niveau du classement donc de ce championnat de hand chez les hommes, premier la ZUP qui n'a toujours pas perdu de rencontre. Deuxième la JSA. Troisième JTR, quatrième Zayanla et cinquième la Gauloise. Au niveau du classement des buteurs, là c'est Gary Leborgne du Club Sport qui mène avec 92 buts. Jonas Jassel de la JSA, 83 buts et deuxième. Et à la troisième place, Laurie Altis avec 68 buts du Zayanla. On va passer la parole à notre invité, Monsieur Meryl Manuel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et donc avec vous, on va parler tennis de table. Donc vous êtes, on va dire, fraîchement réélu à la tête de la Ligue, puisque l'Assemblée Générale a eu lieu le 30 novembre. Tout à fait. Donc alors, oui, nous sommes toute jeune équipe qui datons justement du 30 novembre. Il y a eu une Assemblée Générale extraordinaire élective, d'accord, pour renouveler en fait le comité directeur de notre Ligue. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, de nouvelles têtes ? Il y a eu des changements, oui, mais bon, des têtes nouvelles, certes, mais qui gravitaient déjà dans le monde pongiste. Donc, ce qu'on a fait surtout, c'est permettre d'avoir un comité directeur qui soit surtout constitué, non pas forcément de compétiteurs, parce que cela est devenu un peu gênant lorsqu'il y avait des compétitions, de voir que voilà, le gros du comité directeur était justement en préparation. Non. Donc là, nous avons une équipe, ma foi, fin prête,
d'accord, et surtout opérationnel pour pouvoir mener à bien les différents projets que nous mettons en place à la Ligue. D'accord. Justement, des projets pour le tennis de table, est-ce que c'est une activité qui vit bien en Guadeloupe et qui a sa place? C'est vrai qu'il y a quand même une dizaine de clubs implantés sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est une activité qui se développe bien? Alors, c'est une activité surtout qui se maintient. Là, nous sommes justement en pleine phase de développement. C'est une activité, je dirais, plus ou moins cyclique. Nous avons connu à un certain moment un pic de licenciés assez important. Puis, ma foi, nous suivons un peu je dirais, la courbe de la démographie antillaise. Hein. Bon, on a un peu un corpus, je dirais, où les vétérans ont la part belle, mais justement, nous sommes là pour mettre en place une politique pour rajeunir un peu notre sport. Alors, c'est un sport assez spectaculaire, hein. C'est vraiment dommage que les médias, et là je profite pour vous remercier de votre invitation, c'est un sport qui n'est pas assez médiatisé, d'accord. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves et beaucoup de jeunes qui justement se développent à travers ce sport. D'ailleurs, même si c'est vrai qu'au niveau de la quantité, on n'est pas une grosse ligue, mais nous avons quand même des résultats au niveau national et au niveau européen, et même au niveau mondial. Donc c'est vraiment un sport qui mérite d'être connu, et la nouvelle équipe que je préside, eh bien, nous sommes là et nous mettrons tout en place pour faire ce travail. Justement, c'est vrai que vous avez aussi cette chance d'avoir cette passerelle, puisque c'est un sport qui est beaucoup pratiqué au niveau des scolaires. Est-ce que justement, il y a un relationnel qui est, on va dire, facilité avec les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour permettre peut-être à ces enfants de s'orienter vers des clubs s'ils sont intéressés par l'activité? Eh bien oui, alors c'est un peu le paradoxe, hein, parce qu'effectivement, dans la majorité des établissements scolaires, il y a des tables de tennis de table, les jeunes pratiquent le tennis de table, mais il faut bien comprendre que nous avons cette spécificité également aux Antilles, surtout en Guadeloupe, où les jeunes justement pratiquent plusieurs sports. C'est-à-dire, à l'école, je peux pratiquer le tennis de table, mais le mercredi ou le samedi, je pratique le football. Il faut savoir que c'est surtout considéré comme un sport de loisir, d'accord. Donc, on parle de ping-pong. Voilà. Et nous, c'est promouvoir en fait le sport, d'accord, de compétition, le tennis de table. Alors, la passerelle, elle est censée se faire, elle doit se faire, et nous mettons tout en œuvre pour la faire. Mais c'est pas évident. Attirer des jeunes sur la compétition en tennis de table, c'est pas évident. Et notre but, nous, justement, c'est de casser cette image un peu, enfin, pas la casser puisqu'elle nous sert, cette image de sport loisir, mais permettre aux jeunes, justement, par rapport au projet que nous faisons et surtout par rapport aux ambitions qu'il y a, parce que c'est un sport qui permet de voyager, de rencontrer d'autres sportifs, ne serait-ce qu'au sein de la Caraïbe, mais présenter ces opportunités aux jeunes de façon à leur permettre de voir qu'il y a autre chose que les sports dont nous parlons habituellement, souvent. Voilà, souvent. Et le tennis de table donc, a toute sa place, d'accord, dans le paysage sportif guadeloupéen. Et nous allons mettre tout en place vraiment pour pouvoir sortir ce sport de cet anonymat, entre guillemets, et le faire découvrir au plus grand nombre. Justement, est-ce qu'on entend, pour les sports un peu de pratique de ballon, des problèmes d'infrastructure, ce genre de choses? Est-ce que vous êtes, en tout cas quand je parle de vous, c'est-à-dire les différents clubs de tennis de table, vous êtes assujettis à ce genre de problématiques, ou bien au contraire, vous bénéficiez des espaces de pratique nécessaires pour pouvoir faire les différentes activités, les différentes compétitions? Alors, malheureusement, non, on n'échappe pas à cette problématique. Hein. Avoir des salles spécifiques, pour le moment, il n'y a qu'une seule salle qui est plus ou moins dédiée au tennis de table, c'est la salle du PPC à Bémao. Sinon, nous souffrons vraiment d'infrastructures, je dirais, aux normes pour pratiquer. Donc nous faisons comme nous pouvons dans des salles polyvalentes, dans des salles des fêtes, etc. Le but vraiment c'est de faire la compétition. Il faut savoir également que c'est un sport qui nécessite un matériel coûteux. Une table de compétition avoisine, parce qu'il faut faire venir la table, l'exporter, avoisine autour des 600 €. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, on l'a. Mais c'est quand même un investissement qui n'est pas évident à faire. Ceci dit, malgré toutes ces difficultés, avec la bonne volonté des nombreux bénévoles que nous avons, nous réussissons quand même à mettre les choses en place. Hein. La Ligue, qui a pour mission de développer cette pratique, a pu, par rapport aux différents projets
Et ça, je profite pour saluer également l'initiative du conseil départemental, du conseil régional et de la DGSIS qui font assez régulièrement des appels à projets auxquels nous répondons, ce qui nous a permis de financer autour du développement du tennis de table tout public un certain nombre de tables, que nous avons pu offrir aux clubs ayant répondu à ces projets, et également accompagner les nouveaux clubs. Accompagner les nouveaux clubs, parce qu'on sait très bien que malheureusement cet investissement n'est pas évident. Surtout si nous n'avons pas le recours soit d'une municipalité, soit d'un bénévole qui a les moyens pour pouvoir investir. Donc voilà, la Ligue fait comme il peut pour accompagner ces clubs, parce que déjà notre l'avenir de ce sport en dépend, mais surtout pour permettre de mettre à disposition pour les jeunes qui sont intéressés ce matériel et développer le sport. Aujourd'hui, la Ligue de tennis de table compte à peu près combien de licenciés? C'est combien de jeunes, moins jeunes qui sont justement inscrits chez vous? Alors nous avons autour de 300 licenciés, donc ça commence à remonter un peu parce qu'à un certain moment on avait frisé les 215. Là on remonte un peu. Ça c'est un travail assez important que les différents clubs ont pu mettre en place. Ça commence à porter des fruits. Le problème, comme je l'ai dit en préambule, c'est que nous sommes un sport où il y a énormément de vétérans. Donc ce sont des passionnés qui de longue date pratiquent et qui sont toujours là, donc qui sont, je dirais, les fers de lance de la discipline. Et nous essayons petit à petit de rallier à nous le plus de jeunes possible. Donc on va chercher un peu partout. Vous avez parlé de l'UNSS, c'est un vivier considérable de licenciés potentiels. Et surtout, nous avons une politique de développement de l'handisport. Un gros travail commence à être fait autour de l'handisport depuis maintenant 3 ans. Et cette année-ci, avec la nouvelle équipe, nous avons décidé d'axer également notre priorité sur la gente féminine. Il nous manque énormément de féminines dans ce sport. C'est vrai que nous partageons ce problème avec pas mal de ligues, mais nous, vu que nous sommes une petite ligue, c'est d'autant plus criant et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. En tout cas, de belles perspectives pour le tennis de table. Vous avez, j'ai vu le calendrier, vous avez quand même un championnat qui est riche, qui va quand même jusqu'au mois d'avril-mai, et puis aussi pas mal de critériums intercalés. Donc c'est quand même une activité qui, on va dire, produit quand même beaucoup et beaucoup d'événements sur l'année. Oui, tout à fait. C'est pour cela que j'invite les jeunes à s'y inscrire, parce qu'effectivement, tout au long de l'année, nous avons des différents types de compétitions. Nous avons le championnat par équipe. Cette année-ci, nous avons une toute nouvelle formule qui revient, je dirais, à l'actualité. C'est une R1, une R2, une R3. D'accord. Donc beaucoup plus de compétitivité. Justement, je me posais la question, R1, R2, R3... C'est régional 1, régional 2, régional 3. D'accord. Donc c'est la possibilité justement de mettre en compétition tous les licenciés, quel que soit le niveau. D'accord. Sachant que le niveau élite, c'est la R1. D'accord. Mais bon, comme on dit, il y a la place pour tout le monde. Et la R3 permet justement aux jeunes, au lieu d'aller se confronter directement au plus fort, au risque de casser les envies, les ambitions, de monter progressivement les échelons et d'arriver à ce summum, qui est la R1. Alors, parallèlement à ce championnat par équipe, nous avons également le critérium. Critérium régional, ce sont ce qu'on appelle les individuels, où pareil, il y a une R1, une R2, une R3 avec des catégories jeunes également, junior, cadet, minime et Benjamin Poussin, où justement les jeunes sont amenés 1 à 2 fois par mois à se rencontrer entre eux, pour pouvoir déterminer le champion de la Guadeloupe dans les différentes catégories. Parallèlement à ça, comme vous le disiez, notre calendrier est effectivement assez riche. Nous avons un certain nombre de rencontres avec nos amis de la Caraïbe, nos amis également des Antilles françaises. J'y inclus la Guyane. Donc nous avons un championnat par équipe Antilles-Guyane, où les meilleures équipes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane se rencontrent. Et nous avons également un championnat pongiste Antilles-Guyane, où une sélection des 3 DOM se réunit, pour pouvoir se confronter également et décider quel serait le meilleur pongiste des Antilles-Guyane.
Donc cela nous fait effectivement un calendrier chargé, mais tout le monde s'y retrouve, Plus de compétition, plus de challenge, donc plus d'envie, plus d'entraînement et plus de motivation. Justement, la prochaine journée de championnat aura lieu donc ce week-end. Donc elle va se dérouler où et à quelle heure, si jamais les personnes qui nous suivent ont envie justement de découvrir ce championnat? Alors, le championnat par équipe, effectivement, se poursuit ce week-end-ci. Donc, les championnats par équipe se déroulent dans les différents clubs. Donc, j'invite les téléspectateurs qui nous regardent à ne surtout pas hésiter à se rendre dans ces clubs. Les différentes divisions se confrontent. Donc, là, pour la R3, à partir de 15h, il y a compétition. Donc, les différents clubs, je vais les citer, comme ça les gens vont pouvoir se repérer. Il y a, sous la Grande Terre, il y a le Moule, d'accord, dont la salle de compétition est au niveau de la gare routière. Il y a également l'Étoile de Mornalo, à la salle de Richeval, à la salle de l'Étoile à Richeval. Il y a également la salle des Abîmes, d'accord, près des pompiers. Nous avons du côté de la Basse-Terre le club du PPC, d'accord, qui est à la cité Beau-Soleil, excusez-moi. Et Saint-Claude, il y a le Lamentin également. Donc, si vous regardez bien, je ne dirais pas que c'est bien réparti, mais c'est réparti. Donc, quelle que soit votre localisation à la Guadeloupe, vous avez la possibilité d'aller justement voir un match. C'est assez spectaculaire. Donc, j'invite vraiment tout un chacun à s'y rendre. Sinon, pour plus d'informations, nous avons également un site, d'accord, www.guadaping.fr, où vous avez toutes les informations et également l'adresse des différents clubs où ont lieu ces compétitions. Merci en tout cas, Monsieur Merrill, d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. On suivra de près le tennis de table tout au long de cette saison. Vous entendrez encore de nouvelles informations sur le tennis de table dans cette émission. On poursuit avec du badminton et le résultat du Noctamba de double homme qui avait lieu ce samedi donc au club Tibad. Et donc dans la série RN, c'est Jacques Didier et Vingada Salom Terril qui remportent la victoire face à Lambourg de Philippe et Nourri Didier. Ensuite, donc, dans la série D, c'est Rouquier Roland qui s'impose avec comme partenaire Richer William de Tibad face à Morandé Yann et Soudieu. Et ensuite, dans la troisième catégorie P10, P11, c'est Laurent Andy du Papillon du Bad qui s'impose avec Meslin Mathieu. On prend la direction cette fois de la Martinique où ce week-end il y avait la deuxième journée des Yoles Rondes. 16 embarcations ont pris le départ pour les 2 manches du jour. Un reportage de Grégory Laps. On était quand même bien toilés par rapport au vent qu'on avait au départ. Au fil de la course, le vent est descendu un peu, ce qui a fait que les bateaux poursuivants nous ont rattrapés. Bon, il nous manque un peu de voile pour pouvoir gagner. On fait une deuxième, c'est bien, ça fait du bien au moral. On est quand même assez confiants, surtout après la performance de la première manche. On va essayer de confirmer sur la deuxième. Très belle course, donc c'est vrai que c'était serré aujourd'hui, donc on a limité la casse. Donc c'est vrai qu'on joue un championnat, donc on est quand même 3e, donc là on fait une très bonne opération sur la première manche, donc on va encore continuer de garder notre rigueur pour la seconde manche pour jouer sur le général. Le passage de Bouévec, on est resté quand même patient et concentré sur la fin du parcours, puisque on savait qu'on avait quand même pas mal de vitesse par rapport à notre adversaire. Donc on est resté patient, on a joué sur la priorité arrivé à la bouée et chose faite, il a écarté pour nous et on a pu profiter de l'occasion. Alors la course n'est pas terminée, vous êtes confiant cet après-midi? On reste toujours confiant, donc on a des objectifs à atteindre. Donc la seconde manche, on va encore travailler pour faire le meilleur de nous-mêmes et on verra ce que ça donnera sur le résultat final. Voilà, donc victoire de l'établissement Rosette Orange Caraïbes, donc dans cette deuxième journée. Deuxième, l'UFR Champflore. Troisième, CTDM EDF. Et au classement général, c'est l'établissement Rosette Orange Caraïbes qui est en tête. Deuxième, Zapetti Mutuelle 1006. Et troisième, la brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle. Voilà, on a fait donc le tour de l'actualité de ce week-end. Je vous laisse
en compagnie d'Harold pour Focus. Et nous, on se dit rendez-vous vendredi pour bien sûr parler de l'actualité sportive du week-end. D'ici là, profitez bien de votre semaine et à vendredi. Bonne soirée.